Hajj 2013, les inscriptions débutent aujourd'hui. Le pèlerinage a été lancé hier 25 mars. La francophonie, quel nouveau visage? Un colloque international sur le sujet. Et puis au Mali, les civils apportent leur soutien aux soldats français et tchadiens. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La protection de l'environnement, le réseau des jeunes des cités REJEC en fait son affaire pour susciter donc l'éveil des consciences environnementales. Le REJEC a organisé un jeu concours. Pour en savoir plus, ce reportage de Ami Kanga. Relever le défi du développement durable par la protection de l'environnement, c'est possible. En tout cas, des jeunes à travers le réseau d'entraide des jeunesses des cités REJEC ont mis les bouchées doubles en produisant des documents. Ils ont participé à un jeu concours dénommé « Je parle de mon environnement ». Il y a tellement de problèmes qui se posent avec acuité à l'Afrique que quand on voit que les associations sont uniquement portées sur les sorties à la plage, les manifestations dans les maquis, alors que tout autour de nous, l'environnement se dégrade. Alors nous avons voulu prendre notre bâton de pèlerin et dire à toute cette jeunesse-là de commencer à réfléchir sur ces questions-là. Sur 126 documents produits, seulement 6 ont été retenus par le conseil scientifique chargé de les évaluer. Toute chose qui passe par l'éducation à l'environnement basée sur les méthodes africaines. J'ai été écœuré de la tournure que prenaient les choses dans mon quartier. Je me suis rendu compte que la population avait si peu de gars pour son cadre de vie. Et ce cadre de vie-là, bien entendu, allait vers son déclin. Les autorités ne devaient pas se limiter à faire de la sensibilisation, mais on devait plutôt en arriver à l'éducation, à la chose environnementale. Et en plus de l'éducation, il faut aussi faire de la répression. À travers ce concours sur l'éveil des consciences environnementales, le REJEC veut amener les jeunes à s'impliquer dans l'assainissement de leur cadre de vie. Quel apport du secteur bancaire dans l'économie de la Côte d'Ivoire? La question a été abordée au cours d'un déjeuner-débat hier lundi. L'Association des professionnels des banques et des établissements financiers de Côte d'Ivoire, initiatrice de la rencontre, en a profité pour faire donc le point de ses activités en ce qui concerne l'année 2012. Michel Digré. Le secteur bancaire en Côte d'Ivoire se porte très bien. C'est du moins le diagnostic fait par les professionnels des établissements financiers. De 2008 à 2012, 5 nouvelles banques ont obtenu leur agrément pour exercer en Côte d'Ivoire. Le réseau d'agences est passé de 281 agences à 620 sur la même période. Les crédits à la clientèle pour 2012 s'élèvent à 2354 milliards de francs CFA. Les banques entendent faire plus pour 2013, notamment dans le cadre du financement des logements sociaux. Les banques sont partantes pour le financement des logements sociaux dans le cadre du mécanisme qui est en train d'être mis en place. Je pense que le processus doit être lancé au niveau du gouvernement afin que les banques se l'approprient et effectivement financer aussi bien les promoteurs que les acquéreurs qui vont participer à ce processus-là. Les banquiers souhaitent par ailleurs investir davantage dans le secteur agricole si les questions liées au foncier rural sont définitivement réglées. Nous souhaitons que la problématique du foncier rural soit également réglée afin que les plantations des paysans soient dotées de titres fonciers. Et tout ceci va permettre aux banques de mettre en place des produits innovants pour le monde agricole. Améliorer significativement le taux de bancarisation, accroître les financements dans l'économie, autant d'objectifs que se sont assignés les établissements bancaires pour l'année 2013. Un autre déjeuner-débat, celui-là a réuni les opérateurs économiques libanais et la Direction générale des impôts. L'annexe fiscale 2013 au centre des échanges. Nous en parlons avec Thomas Nguessambi. Des opérateurs économiques libanais exerçant sur le sol ivoirien en plein échange à bâton rompu avec le directeur général des impôts, Pascal Abina. Il est question d'échanger sur l'annexe fiscale 2013 et sur ses principaux aspects et difficultés que pourrait engendrer sa mise en œuvre.
Invité à animer le déjeuner débat organisé à cet effet par la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire, Pascal Abina a présenté l'annexe fiscale 2013 comme moyen de soutien à la compétitivité des entreprises, tout en prévoyant d'importantes mesures sociales. Le souci du gouvernement, c'est de faire en sorte que les entreprises soient compétitives. Mais souvent, par méconnaissance, les gens commettent des actes délictueux parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont des mesures de faveur. Donc ces occasions-là nous permettent d'expliquer les mesures prises à leur profit. Contrôlant la majeure partie des industries, commerces et distributions en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques libanais se sont réjouis de cette rencontre. Vous avez vu l'importance des questions qui ont été posées sur le remboursement du crédit TVA. Surtout aussi, nous avons évoqué le problème des entreprises sinistrées et quelles sont les possibilités que ces entreprises soient remboursées. Donc, il nous a donné des réponses qui ont été très positives. L'apport fiscal de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire est aujourd'hui estimé à plus de 350 milliards de francs CFA. Ouverture hier de la 6e réunion des ministres de l'économie et des finances, de la planification et du développement de l'Union africaine autour de l'industrialisation de l'Afrique. Il était question pour les États membres d'approfondir les politiques industrielles pour donc favoriser l'émergence de l'Afrique. Et je vous propose d'écouter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui donc a procédé hier à la cérémonie d'ouverture de la 6e réunion conjointe des ministres de la planification et de l'économie et des finances de l'Union africaine. Le défi de l'émergence est donc d'accélérer la transformation de nos économies pour accroître la part des activités industrielles dans nos pays et le poids des exportations des produits manufacturés dans le commerce mondial. Il nous faut d'abord la stabilité politique, donc la sécurité, un cadre macroéconomique stable et l'amélioration de la compétitivité de nos économies. Et ceci nécessite également la mise en place d'infrastructures économiques nécessaires, notamment la question d'énergie. Et nous devons faire plus pour mettre à disposition de notre secteur industriel de l'énergie à bon marché et de bonne qualité. Rencontre CEDEAO, Union africaine et société civile africaine. À l'ordre du jour, la ratification et la mise en œuvre de la charte africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance. Notez que la Côte d'Ivoire et le Sénégal se font toujours attendre. Juliette Oya, Michel Digré. Les représentants de la société civile de 11 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, formés sur la ratification, la vulgarisation et la mise en œuvre de la charte africaine. Les travaux portent entre autres sur les élections régulières et transparentes, la bonne gouvernance et la démocratie en Afrique. Aujourd'hui, ce qui est important de faire, c'est de renforcer les États-nations qui sortent d'une situation difficile pour aller vers des ensembles viables, comme la CEDEAO, l'Union africaine, pour que nous allons ensemble, parce que seul, on ne peut rien. À l'issue de ce séminaire, la société civile africaine devrait s'impliquer de plus en plus dans la promotion de la charte africaine. Cette charte n'a jamais été aussi actuelle que le moment dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est de la responsabilité des organisations de la société civile d'informer largement les populations sur le contenu de cette charte. Avoir déjà la charte, avoir le protocole, c'est bien fait, c'est bien rédigé. Maintenant, il faut mettre en place une politique pour que ça puisse être vraiment compris et ça puisse être mis en œuvre. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance a été adoptée en janvier 2007 et signée par 27 pays africains. Manque encore à l'appel la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Libéria. La francophonie, quel nouveau visage? La vision de la Côte d'Ivoire a été livrée lors d'un colloque organisé par la Commission nationale de la francophonie sous la tutelle scientifique de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Franck Quadio.
Un colloque international pour une francophonie plus proche des réalités sociales dans le paysage francophone. Le pari est tenu par la Commission nationale de la francophonie et pour planter le décor, le soutien de la tutelle. La francophonie, ce n'est plus aujourd'hui une ligue de défense d'une langue coloniale, mais un ensemble d'hommes et de femmes rassemblés autour des valeurs d'humanisme, de liberté, de justice. Pas de colonialisme de la langue, mais plutôt un plurilinguisme au service de la communauté. Cet aspect sera au cœur des débats. Chaque langue est un enrichissement pour toutes les autres. Et il n'est pas pensable de savoir même qu'on parle une langue si on en parle une seule. Mais la cohabitation n'est pas toujours facile. Les langues fortes, plus inclines à recevoir plus. Si les langues partenaires africaines sont à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a eu des choses dans l'histoire. Par exemple, le fait que ces langues-là n'ont jamais été admises à l'école n'a pas favorisé leur développement. Si on l'avait fait, peut-être qu'elles se seraient aussi développées aujourd'hui. Quand on parle de bilinguisme, de multilinguisme, ça aurait un sens. Il y a donc quelque chose à faire. Il faut qu'on puisse non seulement que toutes ces langues disposent d'écriture, mais il faut qu'elles s'enrichissent, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent au monde moderne. D'autres thèmes ont émaillé ce colloque supervisé par l'Académie des sciences, des arts, des cultures et des diasporas africaines, ASCAD. Sachez, avant donc de continuer ce journal, que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est en ce moment à Durban, en Afrique du Sud, où il participe au 5e sommet du groupe BRICS. Le groupe réunit, sachez-le, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce sommet, qui s'ouvre aujourd'hui 26 mars pour se refermer demain 27, va se tenir autour de l'intégration et de l'industrialisation. La page religion à présent, les inscriptions pour le Hajj 2013 ont démarré aujourd'hui même et vont se poursuivre jusqu'au 31 mai 2013, date butoir. Cette année, il faudra débourser 2 millions de francs CFA au lieu de 1 500 000 francs l'année dernière pour donc accomplir le 5e pilier de l'islam. Aimé Kouadio. Le top départ est donné pour le Hajj 2013. La mobilisation de la communauté musulmane sonne le démarrage officiel des activités. L'innovation cette année, les inscriptions se font en ligne et déjà à partir du 26 mars, les futurs pèlerins peuvent le faire. D'où donc l'appel pressant du ministre à ce que tous les candidats au Hajj respectent les délais prescrits. Parce qu'après, on ne pourra plus faire de prorogation. 2 500 000, le coût du Hajj 2013 passe à 2 millions de francs CFA. Le gouvernement veut mettre tous les moyens pour la réussite du pèlerinage. C'est notre compagnie nationale qui va transporter les pèlerins. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, me charge de demander aux entreprises privées qui ont décidé de convoyer des pèlerins à observer rigoureusement les règles édictées par les autorités saoudiennes afin d'éviter les défaillances observées par le passé. Si les futurs pèlerins se réjouissent du lancement du Hajj, certains plaident tout de même pour la réduction du coût. Ça paraît excessif. Notre souhait serait que l'État nous aide. 2 millions, quand on regarde le prix qui est appliqué dans la sous-région et au-delà de la sous-région, on voit nettement que c'est un prix acceptable. Cette année, ce sont 7 000 pèlerins qui sont attendus à la Mecque. Lancés donc officiellement le 25 mars, les préparatifs du Hajj 2013 prendront fin le 31 mai prochain. Et puis des nouvelles du Mali, tensions toujours vives au nord-est du pays. L'armée française et les soldats tchadiens poursuivent leur offensive contre les djihadistes. Ils sont soutenus par des civils. Sur le champ de bataille, ils sont rangés derrière des soldats maliens qui affrontent ce dimanche les djihadistes à Gao. Pour la première fois, les jeunes de la grande ville du Nord Mali sont au front. Ils n'ont pas d'armes, juste leur courage et des sachets d'eau. Voici l'eau qu'on amène pour nos militaires pour les soutenir. Sans l'armée malienne, Gao n'est rien. Sans l'armée française, Gao n'est rien. On soutient notre armée. La main de notre. Les combats de dimanche ont été durs. Un soldat malien et 4 combattants islamistes y ont péri, ainsi que 2 civils de Gao. Des civils qui tentaient de ravitailler l'armée de leur pays. Le soutien apporté par la population se traduit surtout par une aide en matière de renseignement.
Ce sont des jeunes qui ont dénoncé les djihadistes à Gao. Il y a des grenades. C'est après qu'on les avait vus, immédiatement on a couru pour aller informer l'armée qu'il y a des gens, il y a des mal intentionnés qui se sont impétrés dans notre ville, notre cité de Saskia. Nous, la jeunesse, on a pris notre engagement, quelle qu'en soit la manière dont on peut aider l'armée. On va aider parce que la sécurité, on ne le cherche pas pour l'armée, on le cherche pour nous-mêmes d'abord. Le soutien des habitants de Gao n'est pas massif, mais précieux. Il est apprécié par des soldats maliens engagés dans les opérations de sécurisation de la ville. Les forces françaises présentes à Gao n'ont pas pris part directement au combat de dimanche, mais leur appui par le mouvement a aidé les soldats maliens à reprendre le contrôle de la situation. Ce lundi, le calme règne à Gao, mais les djihadistes n'ayant pas été totalement détruits sont susceptibles de lancer de nouvelles attaques dans la ville. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.